directement la parole à professeur Ahmim, donc professeur au service de physiologie de l'hôpital Moulay Youssef de Rabat. Donc c'est un service de référence de la tuberculose au Maroc et donc qui va nous parler donc de la tuberculose, phénotype et difficultés de prise en charge. À vous la parole, professeur Ahmim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc bonjour tout le monde. Donc je tiens tout d'abord à remercier donc Madame professeur Serhan, donc ainsi que son équipe pour l'invitation à ces journées. Je tiens à la féliciter, je vais anticiper les choses et la féliciter pour la réussite de ces journées où règne vraiment une ambiance amicale, fraternelle et un espace vraiment d'échange scientifique mais aussi humain et culturel. Donc j'ai la tâche lourde aujourd'hui de remplacer mon maître professeur Boukhadi pour discuter avec vous donc, ce sujet qui est la tuberculose, que je discuterai sous forme de cas cliniques durant lesquels je vais essayer donc, d'illustrer donc, les difficultés qu'on rencontre donc, dans la prise en charge de cette pathologie qui reste assez fréquente au Maroc. Donc, comme introduction, je dirais que la tuberculose est une maladie contagieuse due au Mycobacterium tuberculosis. Donc, elle est bien évidemment de transmission aérienne interhumaine. Elle pose toujours un problème de santé publique au Maroc. Donc, ça fait des années qu'on n'arrive pas à diminuer donc l'incidence de cette pathologie. On est toujours aux environs de 30 000 nouveaux cas par an. Donc, si le diagnostic donc, est généralement aisé, donc il repose sur des arguments cliniques et une confirmation bactériologique, donc parfois, il va poser quelques problèmes, quelques complexités, notamment puisque les symptômes sont peu spécifiques, on peut être confronté à un retard diagnostique de cette pathologie. La preuve bactériologique n'est pas toujours évident de l'obtenir, surtout dans les tuberculoses extrapulmonaires. Le traitement, quant à lui, expose à plusieurs effets secondaires et des événements d'intolérance qui vont créer un obstacle pour la prise en charge de cette pathologie. Et enfin, si l'évolution est généralement favorable, le taux de succès thérapeutique au Maroc, il est aux environs de 88 à 90%. Ce taux, malgré qu'il est, je dirais, très bon en termes mondiaux, mais on a quand même des cas d'échec, de rechute, mais également d'abandon. Donc, sans tarder, je vais enchaîner avec le premier cas clinique. Donc, c'est un patient âgé de 24 ans. Il a comme antécédent un frère traité pour une tuberculose pulmonaire confirmée bactériologiquement il y a 6 mois. Il présente des douleurs thoraciques et une dyspnée depuis 1 mois. Donc, les signes généraux, notamment altération de l'état général, amaigrissement et fièvre, donc, sont peu marqués. Sur le radio-thoracique, on remarque un aspect typique d'une pleurésie sans autre image parenchymateuse. Donc, pour le bilan étiologique, on a réalisé directement une ponction biopsie pleurale qui a révélé à l'aspect macroscopique un liquide jaune citrin clair. À la chimie, on trouve un taux de protéines à 40 grammes par litre Rivalta positif. Et à la cytobactériologie, on trouve une prédominance légère, modérée des lymphocytes qui sont à 60% et des PNN à 40%. La biopsie pleurale avec étude anatomopathologique est revenue malheureusement non concluante. Donc déjà à cette étape, qu'est-ce qu'on a oublié de demander comme examen complémentaire? Donc le premier examen qu'on a oublié, c'est le dosage de l'adénosine désaminase dans le liquide pleural. Et deuxième examen essentiel dans ce cas, c'est un test génotypique, notamment le XPEX MTB-RIF ultra s'il est disponible, sur le fragment de biopsie. Donc, devant ces éléments qui sont, je dirais, qui ne sont pas assez forts, on était obligé de reprendre, d'essayer de refaire une autre biopsie pleurale, mais cette fois-ci, on se retrouve avec une radiographie thoracique qui montre un émoussement de cul-de-sac pleural difficilement ponctionnable. On a obtenu une dizaine de CC. On a réalisé cette fois-ci le test qu'on avait omis initialement, c'est le dosage de l'adénosine désaminase qui est positif à 43. Le médecin traitant a redemandé un taux, donc une étude cytobactériologique, et cette fois-ci, donc, il ne fallait pas la demander parce qu'en matière de tuberculose pleurale, on se base sur le premier examen. Donc on retrouve un taux des lymphocytes
90% et des PNN à 10%. Je saisis l'occasion pour dire que pendant la tuberculose pulmonaire, il est normal, il est commun que pendant les 2 premières semaines, qu'il y ait une prédominance de polynucléaires neutrophiles au niveau du liquide pleural. Cette fois-ci, on a réalisé un test XPEG-MTBRIF, mais pas sur le fragment de biopsie qu'on n'a pas pu réaliser, mais dans le liquide pleural qui est revenu négatif. Donc, devant ces arguments et en l'absence de confirmation bactériologique, le diagnostic de tuberculose pleurale peut être retenu sur un faisceau d'arguments, initialement épidémiologique, puisque l'âge du patient qui est de 24 ans permet de penser à une tuberculose pleurale. Il faut savoir qu'elle est moins commune chez l'enfant et l'adolescent de moins de 13 ans, et elle est beaucoup plus commune chez l'adolescent et l'adulte jeune. S'il s'agissait d'un sujet âgé de 50, 60 ans de plus, il faut des arguments plus solides pour obtenir ou bien pour traiter le patient comme tuberculose. Il faut savoir également que la localisation pleurale, c'est la deuxième localisation en termes de fréquence pour les tuberculoses extrapulmonaires au Maroc, puisqu'elle représente 30% après la tuberculose ganglionnaire. Autre élément permettant de retenir le diagnostic, c'est la notion de comptage tuberculeux récent chez son frère et la plus ou moins conservation de l'état général. Il faut garder à l'esprit que la tuberculose extrapulmonaire de façon générale, elle donne rarement une altération de l'état général. Elle donne rarement des signes généraux très marqués, comme c'est le cas pour la tuberculose pulmonaire. C'est-à-dire, dès qu'on voit un patient avec un épanchement pleural et qui est vraiment grabataire, ça fait inéluctablement va éliminer le diagnostic de tuberculose juste sur son état général. Parce que la tuberculose extrapulmonaire, j'insiste sur le point, elle ne s'accompagne pas vraiment d'une altération très importante de l'état général. Enfin, un argument radiologique, c'est l'assèchement spontané de la pleurésie. En l'absence de traitement, la majorité des pleurésies tuberculeuses vont régresser spontanément, mais attention, car 43 jusqu'à 65% des patients développeront dans le futur une tuberculose active. On a également des arguments biologiques, c'est un liquide exsudatif, lymphocytaire, comme je viens de le dire, on peut noter une prédominance de polynucléaires neutrophiles pendant les premières semaines et un taux d'ADA qui est positif à 43. Il faut savoir que le dosage des ADA possède une bonne valeur prédictive négative. Lorsque ce taux est inférieur à 30%, il permet d'éliminer dans 95% le diagnostic de tuberculose pleurale. Dans un autre versant, un taux d'ADA qui est supérieur à 80 doit nous orienter vers rechercher une origine néoplasique. Donc pour conclure, je vais dire qu'un taux d'ADA qui est compris entre 30 et 70, il est vraiment compatible avec une tuberculose. Au-delà de ces valeurs, on doit vraiment obtenir une preuve du diagnostic. Un petit point sur les ADA, donc le seuil ou bien le cut-off pour l'acide et le liquide pleural, c'est à partir de 30. Pour le LCR, donc la valeur retenue, c'est à partir de 10 unités internationales par litre. Donc l'ensemble de ces éléments suggère une tuberculose, mais ne constitue pas une preuve irréfutable pour cette maladie, parce que le diagnostic de la tuberculose, c'est un diagnostic bactériologique, ce n'est pas un diagnostic histologique ou chimique ou bactériologique. Donc on est devant un cas de tuberculose pleurale diagnostiqué cliniquement, et je saisis l'occasion pour vous rapporter la définition des cas de tuberculose, parce on utilise toujours l'ancienne terminologie de TPM positif, TPM négatif. Ce n'est plus recommandé depuis 2000, les années passent rapidement, depuis 2020 ou 2018, je ne me rappelle pas très bien, mais on parle actuellement de cas présumés de tuberculose. Ce sont des patients qui présentent des symptômes ou des signes évocateurs de tuberculose. C'est ce qu'on appelait auparavant un cas suspect. Un cas de tuberculose confirmé bactériologiquement, c'est un cas, donc c'est la positivité de l'échantillon biologique établi par examen microscopique de frottis, mise en culture ou par un test de diagnostic rapide approuvé par l'OMS, notamment l'XPERT-MTB. Et enfin, on a le diagnostic de tuberculose diagnostiqué cliniquement, les cas diagnostiqués sur la base, donc qui rassemblent les cas diagnostiqués sur la base d'anomalies radiographiques ou d'une histologie évocatrice
et les cas extrapulmonaires non confirmés en laboratoire. Donc pour résumer, l'histologie, la radiologie, la clinique, si on retient le diagnostic à partir de ces éléments, même avec un granulome, c'est une tuberculose qui est diagnostiquée cliniquement. On ne confirme que par une preuve bactériologique, soit par examen direct, par culture ou par un test génotypique. Donc je saisis également l'occasion pour vous présenter donc ce guide national, ces lignes directrices concernant la prise en charge de la tuberculose extrapulmonaire qui a été publiée donc, par le ministère de la Santé et le DLM, notamment le DLM en 2023, donc, qui présente donc, la prise en charge donc, de la tuberculose pleurale, donc, qui la divise en deux. Donc à droite, donc s'il y a des lésions pulmonaires, donc le raisonnement rejoint celui d'une tuberculose pulmonaire et on passe par un test expert au niveau des expectorations. On ne va pas explorer l'épanchement. S'il n'y a pas de lésion particulière, donc au niveau du parenchyme, donc on va directement vers la ponction pleurale. On doit réaliser un test expert sur la biopsie puisque sa rentabilité elle est environ de 20 à 30%. En cas d'indisponibilité, on fera un dosage des ADA. Donc, deuxième cas clinique, c'est une patiente âgée de 56 ans, sans habitude toxique. Elle présente une tuberculose pulmonaire pharmacosensible, confirmée bactériologiquement par un test génotypique qui d'ailleurs n'a pas montré de résistance et qui est mise sous ERIP-K4. L'évolution était marquée par une bonne tolérance du traitement, une amélioration clinique durant toute la phase intensive et de recherche des BK à l'examen direct au deuxième mois qui sont négatifs, ce qui a poussé le médecin, bien sûr, à passer à la phase d'entretien. Donc la radio thoracique initiale, donc, elle était sensiblement normale. On arrive à deviner quelques micronodules dans les deux champs, mais on n'est pas vraiment sûr. On avait demandé un scanner thoracique qui montre des infiltrats donc au niveau des parties moyennes ainsi qu'un foyer en verre dépoli. Donc c'est le radio et la TDM initiale. Donc je note donc un petit mot sur l'intérêt de la TDM thoracique au cours de la tuberculose pulmonaire. Bien évidemment, ce n'est pas un examen systématique. Elle permet la détection des lésions parenchymateuses infraradiologiques mais également la recherche d'adénopathie et préciser leur caractère qui est dans ce cas généralement des adénopathies nécrotiques. Intérêt, donc elle garde tout son intérêt chez le patient immunodéprimé, VIH positif, où on est souvent, le plus souvent confronté à des aspects, à des présentations cliniques et radiologiques atypiques. Comme on le sait, un patient VIH positif peut tout à fait avoir une radio normale. Et c'est tout l'intérêt d'un scanner thoracique pour dépister et rechercher ces lésions infraradiologiques. Donc, au cours du troisième mois, on constate l'apparition rapide d'une dyspnée stade 2 de la MMRC s'aggravant rapidement, une toux sèche intermittente, une détérioration progressive de l'état général. L'examen clinique à l'admission trouve une saturation limite à 90% et l'examen pleuropulmonaire objectif des râles crépitants bilatéraux. Donc on demande une radio thoracique, un complément scanographique et on est devant un aspect de miliaire tuberculeuse. Donc devant ce tableau radioclinique, cette aggravation qui est survenue pendant la phase d'entretien alors que la patiente évoluait d'une façon très favorable. Donc quelles sont les hypothèses diagnostiques qu'on peut évoquer? Donc en premier lieu, on peut évoquer un sous-dosage des antibacillaires qui peut être dû soit à une mauvaise observance, un trouble de l'absorption intestinale, des interactions médicamenteuses éventuelles ou bien une métabolisation atypique qui est rapide dans ce cas. Ou bien on peut évoquer également une résistance au traitement antibacillaire. Bien évidemment, un diagnostic alternatif, ce patient peut bien faire développer une autre pathologie associée concomitante à sa tuberculose, notamment une pneumopathie à germe banale ou bien une miliaire carcinomateuse. Et enfin, comme diagnostic, une réaction paradoxale qui est dans ce cas un diagnostic d'élimination. Donc, dans notre bilan étiologique, on va commencer par le sous-dosage des antibacillaires, on va commencer par l'interrogatoire, on ne retrouve pas la notion de diarrhée, de vomissement, de prise de médicaments, de prise médicamenteuse concomitante,
Le dosage sérique des médicaments rifampicine, isoniazide et pyrazinamide trouve des dosages sériques dans la fourchette thérapeutique. Donc, pour éliminer une résistance au traitement antibacillaire, l'examen direct est négatif, la culture elle est demandée, l'expert MTBRIF trouve un BK, donc il détecte du matériel génétique du Mycobacterium tuberculosis qui est sensible à la rifampicine. Je saisis cette occasion pour souligner que le test génotypique n'est pas adapté pour retenir le diagnostic d'une rechute. Le test, il est positif et il peut rester positif même des années après l'arrêt du traitement antibacillaire. C'est pour ça qu'il n'est pas adapté pour évaluer l'évolution sous traitement. On l'a demandé dans ce contexte pour uniquement rechercher la résistance. Donc, et le test Expert XDR a trouvé une sensibilité à l'isoniazide, aux agents injectables au éconolone. On l'a demandé pour rechercher effectivement une monorésistance à l'isoniazide qui expliquerait l'aggravation survenue pendant la phase d'entretien. Dans le cadre toujours du bilan étiologique, donc à la recherche d'un diagnostic alternatif, notamment hypnopathie à germe banal, on a demandé une NFS, des CRP, le CBC et les sérologies vierges qui sont revenus tous négatifs. Et dans le cadre d'une miliaire carcinomateuse, donc à l'interrogatoire, il n'y a pas de signes d'appel extra-respiratoire. L'examen des aires ganglionnaires ne retrouve pas d'adénopathie périphérique. L'examen des seins, de la thyroïde et gynécologique est normal. La TDM abdominopelvienne est normale. L'échographie thyroïdienne, mammaire et mammographie n'a rien retrouvé. Donc, le diagnostic retenu chez cette patiente est une réaction paradoxale. C'est quoi la réaction paradoxale? Donc, elle est définie donc elle est probable chez un patient traité par antituberculeux depuis au moins 10 jours, présentant, et c'est un élément important, une amélioration initiale. Il doit y avoir cette amélioration favorable sous traitement antibacillaire et qui va commencer après cet épisode, cet intervalle de 10 jours, il va commencer à présenter une dégradation de son état clinique associée à une aggravation de lésions préexistantes ou à l'apparition de nouvelles lésions à l'imagerie et en l'absence de causes différentielles en rapport avec la maladie tuberculeuse elle-même ou une autre pathologie. Les facteurs de risque de la réaction paradoxale, c'est surtout la localisation extrapulmonaire. On le voit d'ailleurs dans notre pratique, c'est le cas de la tuberculose ganglionnaire qui est la plus pourvoyeuse de réaction paradoxale. Donc le délai de survenue de cette réaction paradoxale est variable. Le délai moyen, il varie entre 40 plus ou moins 20 jours du début du traitement antituberculeux, mais gardez à l'esprit toujours que cette réaction peut survenir à partir du J10 du traitement et survenir même après des mois après l'arrêt du traitement antibacillaire. D'ailleurs, il y a des cas décrits dans la littérature qu'on a retenu la réaction paradoxale après 8 ans, 10 ans d'arrêt du traitement antibacillaire. Donc, les manifestations cliniques de la réaction paradoxale, généralement, c'est la réaction paradoxale ganglionnaire, augmentation de la taille d'une adénopathie préexistante, survenue d'une nouvelle adénopathie. Donc, dans le cas d'une réaction paradoxale pleuroparenchymateuse, on peut assister à une majoration d'une pleurésie volontiers du côté de la pleurésie initiale, ou bien la progression d'une lésion parenchymateuse ou apparition de nouveaux nodules parenchymateux. Pour la réaction paradoxale neuroméningée, les symptômes sont malheureusement peu spécifiques et les signes radiologiques associés sont la majoration des tuberculomes et ou l'apparition de nouvelles lésions. En dehors de ces trois localisations, une réaction paradoxale peut survenir dans n'importe quel organe, os, abcès et partie molle. Donc le traitement, le plus souvent, la réaction paradoxale va se résoudre spontanément. J'insiste sur le fait qu'il faut rassurer le patient, ne pas arrêter le traitement antituberculeux et surtout, ne pas prolonger le traitement antituberculeux, chose qu'on voit toujours, notamment avec les tuberculoses ganglionnaires, où on voit des patients traités pour 9 mois, 12 mois, parfois même 18 mois de traitement antituberculeux. Dans les formes suraiguës sévères, compressives ou œdémateuses, la chirurgie permet d'améliorer rapidement le patient en levant ou en drainant l'obstacle, que ce soit dans les atteintes cérébrales par dérivation ventriculaire ou par drainage des localisations péricardiques ou par aspiration à l'aiguille des adénopathies. Les corticostéroïdes, qui pour leur effet anti-inflammatoire et anti-œdémateux, surtout dans les localisations du système nerveux central, peuvent être prescrits à la posologie de 1 mg par kilo par jour pour une décroissance progressive, mais ils ne sont indiqués que dans la réaction paradoxale qui survient chez le patient VIH positif, qu'on appelle donc le syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire.
Le pronostic, donc généralement, donc la résolution complète est de règle, mais les atteintes neurologiques peuvent être responsables de séquelles plus fréquentes. Le délai de récupération est très variable et il faut savoir que le traitement n'intervient pas sur donc, le délai de cette récupération. Donc je termine par le troisième cas clinique qui sera rapide. Donc c'est un patient âgé de 32 ans ayant comme antécédent une allergie à la pénicilline et aux AINS, c'est ce qu'il rapporte. Il a également une tuberculose pulmonaire confirmée bactériologiquement, mis sous traitement. 90 minutes après la première prise de son traitement, il présente une urticaire généralisée. Donc, à quoi il faut penser ici? Donc, soit une réaction d'hypersensibilité immédiate, donc c'est dans tous les cas qui peut être soit allergique ou non allergique, soit non spécifique ou bien spécifique. Donc, dans ce cas, donc, elle sera probablement non allergique parce que le patient n'a pas eu donc une phase de sensibilisation pour développer des anticorps qui sont responsables de la réaction. C'est un patient qu'on peut dire, entre parenthèses, qui est naïf, qui n'a jamais reçu de traitement antibacillaire et donc il n'est pas sensibilisé à ce traitement. Si la réaction aurait survenu pendant le 4e jour, 5e jour, première semaine, on peut accepter le diagnostic d'une réaction immunoallergique. Mais ici, un patient qui prend le traitement et qui développe une réaction allergique juste après la première prise du traitement, c'est clair et net, il s'agit d'une réaction d'hypersensibilité médicamenteuse non spécifique, généralement par libération d'histamine. Donc, dans ce cas, quelle est la conduite à tenir? C'est simple, il faut réintroduire le traitement progressivement, les RIP complets, donc un comprimé le premier jour, par exemple s'il prend 4 comprimés, un comprimé le premier jour, 2 comprimés le deuxième jour et 4 comprimés le 3e jour, bien évidemment sous couverture d'antihistaminique. Un petit tableau qui permet de différencier donc, les principales caractéristiques d'une réaction non allergique qui est la plus fréquente, qui survient dans 90% des cas, et l'allergie donc, qui est plus rare, qu'on ne voit pas très fréquemment. Donc la sévérité, généralement, les réactions hypersensibilité ne sont pas sévères. Elles surviennent généralement dans un délai après 1 heure. Elles sont dose dépendantes. Un patient allergique va développer une réaction après, même s'il est allergique à un médicament, 1 mg est suffisant pour déclencher la réaction. Par contre, la réaction d'hypersensibilité, il est nécessaire d'administrer la dose complète du traitement. Le nombre de médicaments, comme c'est le cas de notre patient, il est plusieurs. C'est un patient généralement qui va rapporter plusieurs allergies. Il va vous dire qu'il est sensible à la pénicilline, aux AINS, je ne sais pas à quoi d'autre. Par contre, le patient, le vrai allergique, il n'a pas d'antécédent allergique. Et enfin, les tests cutanés, ils sont négatifs et ils sont positifs dans la réaction allergique, témoignant d'un mécanisme bien évidemment immunologique, et je vous remercie pour votre attention. Par manque de temps, nous demandons au modérateur de la session de l'embolie pulmonaire et de l'hypertension artérielle de passer. Je pense, oui, on va faire d'abord les questions pour ces deux interventions qui sont très intéressantes. Les questions. Salam alaikum. Merci professeur pour ce cas clinique intéressant. J'ai 2 questions. La première question par rapport aux pleurésies à PNN. Il nous arrive parfois de recevoir des malades avec une pleurésie à liquide clair, mais l'étude, elle revient à PNN. Donc, est-ce qu'on a le droit en fait de faire une biopsie ou bien on doit l'évacuer parce que c'est une pleurésie à PNN qui peut évoluer en fait vers une pleurésie purulente? Ou bien on peut demander, j'ai eu une idée de demander les ADA, si les ADA sont négatifs, ça élimine en fait une pleurésie, ça peut éliminer en fait une pleurésie tuberculeuse. Donc pour la deuxième question, c'est à propos de la chimioprophylaxie. Pour les patients qui sont envoyés pour une chimioprophylaxie, en fait, qui sont candidats à une biothérapie, on peut avoir un patient qui est asymptomatique sur le plan respiratoire, radiothorax normal. Est-ce qu'on demande quand même un scanner thoracique ou bien c'est pas la peine? Merci. D'accord, merci pour vos questions.
Donc tout d'abord, pour la pleurésie tuberculeuse, je pense ici, donc, dans le cadre, si on pense à une tuberculose pleurale à liquide purulent, généralement on aura ça que dans le cas où il y a une rupture d'une caverne tuberculeuse dans la cavité pleurale. C'est généralement le seul cas où il y aura un liquide purulent chez un patient tuberculeux. Ou bien c'est un patient qui a une tuberculose pleurale et qui a bénéficié de ponction itérative, je ne sais pas, et que la ponction qui a été septique. Donc dans tous les cas, si le liquide est purulent, si vous avez une prédominance de PNN et le liquide est clair, ici, je pense qu'il ne faut pas se baser uniquement sur l'aspect du liquide. Donc il y a d'autres éléments, notamment le pH. Donc le pH est un élément discriminant pour la biopsie. Un pH inférieur à 7,20 va m'orienter va me mettre dans l'obligation, je dirais, dans l'obligation de le drainer, même si je n'ai pas d'argument autre, même si le liquide est clair. Et enfin, donc l'aspect des PNN, normalement, qui doivent être altérés. Malheureusement, on n'a pas toujours ce renseignement sur le prélèvement. De toutes les façons, ce qui serait judicieux, c'est de demander un test génotypique, c'est-à-dire un test expert MTBRIF, un gène expert sur le liquide pleural. Parce qu'ici, la rentabilité du gène expert, elle est très élevée dans le cas où le liquide est purulent. Donc pour la deuxième question, donc si un patient est candidat à un traitement anti-TNF, s'il n'a pas d'antécédent de tuberculose, lui ou bien sa famille, donc il faut se baser uniquement sur la radiographie thoracique et le quantiférant pour indiquer la chimioprophylaxie. D'abord, félicitations. Bon, moi, je viens de te découvrir vraiment. J'ai appris beaucoup de choses avec toi. Et tu étais précis sur des choses vraiment, c'est pertinent. Je te félicite. Merci, merci. Deuxième chose, concernant l'adénosine des aminases, supérieure à 80%, bon, c'est vrai, il y a deux diagnostics différentiels. Il y a les pleurésies purulentes et certains lymphomes. J'ai demandé assez d'examens comme ça d'adénosine des aminases. Parce que le problème qui se pose, c'est le sujet âgé, tu as raison, on ne compte pas sur l'ADA. C'est le sujet jeune, ça peut confirmer le diagnostic et on peut traiter sur ça. Le seul problème que j'ai vu, c'est quand c'est supérieur à 80, on doit penser à un cancer. J'ai eu de tuberculose avec 100, avec 104 et avec 8. Oui. Donc, je pense que ce chiffre de 80, c'est pour la première fois que j'entends, mais je suis tout à fait d'accord sur ce que tu as dit. Donc, c'est justement pour te féliciter. Merci. Est-ce qu'on peut poser la question à Dr Kouismi? Alors, Dr Kouismi, moi, les patients qui sont fibrotiques et qui ont une toux, et on a tout essayé, j'ai appris ça de mes patients. Ils me disent, on essaye de donner du codoliprane, un comprimé le soir, et ça marche très très bien. Bien sûr, il y a de la codéine. Ma question, est-ce qu'on est autorisé à donner de la codéine chez ces patients? Merci, M. Bahatar, pour votre question pertinente. La codéine, c'est parmi les médicaments qui sont cités par les sociétés savantes, comme l'ORS, qui a un effet contre la toux. Bien sûr, en bloquant les récepteurs, certains types de récepteurs opioïdes dans le synapse pour stopper l'acheminement de l'information vers le système nerveux central. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de recommandation précise. Donc, ce n'est pas comme la morphine ou la gabapentin ou la prégabaline. Donc, on peut l'utiliser d'une façon prudente vu les effets secondaires de la codéine. Voilà. Mais ce n'est pas recommandé. Bonjour, merci beaucoup pour votre belle présentation de ces très beaux cas cliniques. On devrait peut-être le faire souvent et systématiquement. Je voudrais juste vous demander qu'il y a eu un travail qui a été fait dans votre service, qui a été présenté, je pense, il y a 4 ou 5 ans par professeur Borkhadi, au cours d'un congrès, sur un travail sur l'adénosine des aminases, justement. Est-ce qu'il avait été publié ou pas? Est-ce qu'on peut avoir les résultats sur la valeur de l'adénosine des aminases en fonction de l'âge et en fonction de la localisation de la tuberculose, si je me rappelle? En fait, ça a été publié sous forme seulement de poster. Je ne pense pas qu'il a été publié sous forme d'article. Sinon, je vais dire et le redire. Donc, l'adénosine des aminases, ce n'est un seul élément parmi plusieurs. Donc, le contexte clinique
il est toujours primordial dans le raisonnement diagnostique. Pour la réaction paradoxale, je vais vous donner un exemple. Pour la réaction paradoxale, j'ai vu des patients qui viennent au 3e, 4e mois avec une aggravation radiologique. Mais d'emblée, je vois une aggravation radiologique, mais d'emblée, je me dis, c'est pas une tuberculose, c'est pas une réaction paradoxale. On tombe sur des cancers du sein, des cancers de l'endomètre, avec des métastases pulmonaires. Donc, pour vous dire, la tuberculose, le diagnostic de tuberculose, quand on veut la diagnostiquer cliniquement, c'est tout un ensemble d'éléments. C'est-à-dire, je l'ai dit bien, épidémiologique, clinique, radiologique, bactériologique. Plus je rassemble des éléments, plus je suis sûr dans mon diagnostic, je suis à l'aise. C'est-à-dire, même avec des ADA négatifs, parfois je peux retenir le diagnostic de tuberculose. Même avec un quantiféron négatif, je peux retenir le diagnostic de tuberculose maladie. Donc, ce n'est pas un élément qui va venir me faire changer d'avis si le contexte clinique, il est vraiment évocateur. Donc, c'est ce que je voulais dire. Salam alaikum. Salam. Docteur Regragui. Alors, j'ai un cas clinique donc, qui me pose un petit problème. Donc, une femme de 35 ans qui est suivie depuis juillet 2024 pour une spondylarthrite ankylosante, qui a reçu pendant 14 jours une immunothérapie de l'Omerta et l'Imurel. Elle a en même temps un Crohn pour lequel elle est suivie depuis 2 ou 3 ans. Alors, elle est adressée pour un problème de toux donc, qui s'accentue depuis pratiquement 2 mois et dyspnée d'effort. Je lis un petit peu ce que j'ai écrit. Voilà, donc il a eu un bilan pré-thérapeutique par l'Omera, un quantiféron qui était négatif. Donc, par la suite, le bilan montre, lorsqu'elle récent de novembre, un petit syndrome inflammatoire avec une VS aux alentours de 50 et une CRP à 35-40 mg. Le quantiféron a été refait et il est positif. Donc, le scanner est fait. On l'a refait hier. Donc, je l'ai vu avec le professeur Abdelouafi qui montre des micronodules dominant un petit peu dans les régions supérieures et moyennes, avec quelques micronodules, lobaire supérieur gauche, calcifiés. Ils sont vraiment, comment dirais-je. Donc la question est, bon, bien sûr, la recherche du BK par GeneXpert n'a pas été détectée, donc non détectée. Le traitement, est-ce qu'on traite et quelle durée? Et pour l'immunothérapie par la suite, parce qu'elle est adressée par le rhumato. C'est compliqué de répondre rapidement, mais je vais essayer un petit peu de vous orienter. Le fait que, donc, tout d'abord, je n'ai pas une idée sur l'imagerie initiale. Donc, on ne sait pas est-ce que ces nodules, est-ce qu'ils sont vraiment apparus dans les 2 derniers mois ou ils existaient auparavant. Déjà, c'est la première question, je ne sais pas. Deuxième question, les signes généraux. Est-ce qu'ils sont présents ou non, notamment l'amaigrissement? Non, il n'y a pas de signes généraux. Troisième chose, le fait de refaire le quantiféron n'est pas vraiment éthique. Donc, le fait que vous avez un quantiféron négatif, vous vous arrêtez. Oui, d'accord, je sais. Donc, s'il y avait une IDR, oui, à la rigueur, on peut penser à un problème technique de réalisation de l'intradermon, mais un quantiféron négatif, c'est un quantiféron négatif. Donc, mon attitude, je pense, je ne serai pas parfait dans cet avis parce que je n'ai pas vraiment assez d'éléments. Mon attitude serait donc de surveiller la patiente, de pousser un peu les investigations, essayer de faire une fibroscopie, idéalement avec un lavage broncho-alvéolaire, recherche de tous les germes banals, recherche de cellules, je ne sais pas, néoplasiques peut-être, elle a le droit de faire 2 choses en même temps. Donc, vraiment être complet dans votre bilan. Si vous ne trouvez rien, je propose une surveillance radiologique, 2 mois, 3 mois, si la patiente ne s'aggrave pas, et on évalue après les lésions. S'il y a une progression, généralement avec cette progression, vous aurez un examen bactériologique qui serait positif à ce moment-là. S'il y a une régression, ça fait peut-être une pneumopathie à germe banal et vous n'aurez pas à la traiter. Sinon, le fait de donner un traitement préventif, je ne pense pas, cette patiente, elle a déjà des lésions, soit vous la traitez par un traitement antituberculeux de 6 mois, soit vous ne la traitez pas.
un traitement préventif, chimioprophylaxie, je ne pense pas qu'il n'y a pas de place pour ce traitement. J'espère que je vous ai répondu.